Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La problématique de la protection sociale des travailleurs migrants au cœur d'un atelier à Djibouti. Atelier qui a réuni plusieurs institutions dont l'Union africaine ou encore l'Organisation internationale pour les migrations. La mise en place d'un système d'information géographique au Sénégal. Ce projet dévoilé par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement va permettre au pays d'anticiper les inondations et d'avoir ainsi une meilleure réponse face aux risques. Et puis un point sur la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique. Des rencontres sont prévues ce vendredi 12 et samedi 13 novembre. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 4 villageois au Cameroun. Ils sont décédés ce mercredi lors d'une offensive perpétrée dans la région de l'extrême nord, une région secouée par les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Dans les détails, l'assaut est survenu dans la commune de Mokolo, proche de la frontière avec le Nigeria. Selon le maire de la ville, Vo Deguimé, parmi les victimes figurent 3 hommes et une femme tués par balle, un bilan auquel s'ajoutent également 4 blessés. L'actualité, c'est aussi le Nigeria, de nouveau touché par une attaque meurtrière. L'offensive est survenue ce mercredi dans l'état de Katsina, situé au nord du pays. Le bilan est lourd, au moins 11 personnes sont décédées et 13 autres sont blessées. Le chef de la police de l'État, Jambo Issa, affirme que des hommes armés ont ciblé le district de Patsari. La même source précise également que la police nigériane a déployé des renforts dans la région. Notons qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Djibouti accueillait pendant plusieurs jours un atelier de travail sur la gestion des migrations, un atelier qui a regroupé l'Union africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement et l'Organisation internationale pour les migrations. Ces 3 institutions se sont notamment penchées sur la problématique de la protection sociale des travailleurs migrants. Marie-Raphaël Antolo. D'après un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, ce sont en tout 4,1 milliards de personnes dans le monde, dont les 4 tiers proviennent de l'Afrique, qui n'ont pas accès à la protection sociale en raison des inégalités et aux discriminations vécues par certains citoyens migrants. Ces personnes sont également confrontées aux difficultés légales et pratiques pour l'accès à la protection sociale selon des observateurs. Cette problématique a fait l'objet d'échanges entre l'Union africaine et l'IGAD réunis à Djibouti les 8 et 9 novembre 2021. À mon avis, il n'y a pas d'avenir pour les migrants africains en dehors de des pays africains eux-mêmes. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui en Europe, ce n'est ni plus ni moins qu'une société qui ne veut plus voir de migrants chez elle. Il n'y a qu'à voir ce que prône Zemmour. Afin d'efficacement créer des emplois, éradiquer la pauvreté en Afrique et assurer un développement inclusif dans les pays africains, l'Union africaine, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, avait mis au point un cadre facilitant la migration de la main-d'œuvre en Afrique. Ce processus, d'après les autorités des 2 institutions, révèle aujourd'hui des défis complexes en termes de gouvernance et de protection des travailleurs migrants. Que je ne vois pas d'issue à cette question du travail des migrants en dehors des pays africains eux-mêmes. Je suis au Maroc et je vois parfois avec beaucoup de plaisir une forte migration sénégalaise essentiellement, qui s'installe petit à petit à des postes intéressants. Bon, ce n'est pas encore un mouvement de fond. Notons que de nombreuses mesures sont en train d'être envisagées par l'Organisation internationale du travail et l'Union africaine pour assurer la survie des migrants africains dans les pays dans lesquels ils sont établis. Le dispositif existant permet d'assurer la libre circulation intracontinentale des travailleurs en tant que moyen essentiel de faire progresser l'intégration régionale et le développement en Afrique.
Le Gabon prend des mesures face à des exonérations fiscales devenues trop importantes. Selon le Fonds monétaire international, en 2017, cette situation a fait perdre à l'économie nationale environ 436 milliards de francs CFA. Les autorités prévoient donc sur la période 2021-2023 la suppression et la modification de certaines exonérations fiscales en coopération avec le FMI à Medellín. Le Gabon a décidé de la suppression progressive de certaines exonérations avec le Fonds monétaire international. Ces dernières ont fait perdre à l'économie 436 milliards de francs CFA en 2017, soit plus de 7% du produit intérieur brut hors pétrole. En outre, le pays va vers l'alignement progressif du taux intérieur et la suppression des exonérations de TVA en dehors du cadre légal et de la mise en place des taux prévus par la CEMAC. Faire supprimer l'exonération sur les services, sur les opérations qui en étaient exempté jadis, donne la possibilité au Trésor public gabonais d'engranger un peu plus d'argent. Donc l'effet positif de cette mesure, c'est que le Trésor public va avoir un peu plus d'argent, des lignes de financement un peu plus étoffées, les centres de collecte des deniers publics installés sur le territoire gabonais et même à l'étranger. Ainsi, les autorités ont identifié une liste d'avantages et d'exonérations à supprimer pendant la période 2021-2023. Il s'agit entre autres de l'alignement graduel du taux de l'impôt sur les sociétés de tous les secteurs à 30%, à l'exception de celui pétrolier. Lorsque vous supprimez les exonérations qui généralement bénéficient aux agents économiques qui ont un pouvoir d'achat faible, aux populations qui généralement n'ont pas un revenu conséquent, vous les plongez davantage dans la précarité. Le cercle vicieux de la pauvreté tient de ce que une population pauvre n'a pas les moyens d'acquérir ce qu'on appelle les biens de capitaux. Or, ce sont les biens de capitaux qui permettent d'investir. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas avoir de revenus supplémentaires et le cercle se ferme sur vous. L'effet attendu à la suite de ces réformes est estimé à environ 1,8% du PIB hors pétrole. À préciser que les autorités ont convenu d'appliquer strictement les règles régionales et nationales en la matière et de ne pas renouveler les régimes d'exonération arrivés à expiration. Elle se livre à cœur ouvert avec Débrouille-toi, tu es une femme. Dans son ouvrage publié aux éditions L'Harmattan en août 2021, Nadine Njomo évoque les différents maux auxquels elle a dû faire face. Des sujets sensibles tels que le mariage précoce ou encore l'addiction aux stupéfiants sont abordés. Joël Ballot. Viol et addiction aux stupéfiants. Voici des mots qui ont concouru à l'écriture du roman autobiographique de la journaliste camerounaise Nadine Njomo intitulé Débrouille-toi, tu es une femme. Dans ce livre de 170 pages, paru en août 2021, Nadine Njomo, 30 ans, journaliste et promotrice d'un site web éducatif, laisse paraître entre les lignes de son premier ouvrage la nécessité pour la femme d'être autonome. L'aîné, le grand frère qui doit prendre soin des petites sœurs, qui doit prendre soin de nous, privilégie ma grande sœur à la place. Et il me demande d'attendre. Comme moi je suis trop jeune, il faut que j'attende que ma sœur réussisse d'abord. C'est la raison pour laquelle il me dit débrouille-toi, tu es une femme. Je me mets donc à chercher l'argent chez les amis des mamans, chez des oncles. Tous disparaissent parce que quand on a des problèmes, c'est l'un des sujets que relève également ce livre. La trahison des amis, la disparition des proches quand vous avez un problème. Nadine Njomo décrit les déboires d'un enfant dont les parents sont décédés trop tôt. Abandonnée par la famille, elle se retrouve à 15 ans engouffrée dans un mariage forcé et pour s'en sortir passe par le commerce ambulant et la consommation de stupéfiants. Cependant, intelligente et brave, elle se laissera aider par des inconnus qui deviendront au fil du temps ses bienfaiteurs. Cultiver le silence, lire, se cultiver. Il faut apprendre, surtout pour les femmes. Apprendre. Lire tout ce qu'on peut, lire tout ce qui nous tombe sur la main. Parce qu'une femme qui est partie à l'école, une femme qui n'est pas partie à l'école, c'est deux personnes. Il y a l'école de la vie, il y a l'école de l'école, comme j'aime aller dire. Il y a l'école du blanc, comme on dit. Et quand tu n'as pas, ne serait-ce que la base de l'école du blanc, il y a un problème. Tu as beau être milliardaire parce que tu connais l'école de la vie, parce que la vie t'a inscrite peut-être à l'université de je ne sais pas trop quoi. Tu es milliardaire, mais si tu n'as pas un peu, ne serait-ce que la base, l'école du blanc, il y aura quelques différences.
Cette autobiographie de Nadine Djomo interpelle la société sur la nécessité de communiquer, de sensibiliser, d'éduquer la jeunesse sur les faits de société tels que l'abus sexuel, le mariage forcé, faits sociaux répandus qui mettent à mal la cohésion dans de nombreuses familles. Le Sénégal entend mettre en place un système d'information géographique, une initiative annoncée par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, ce 9 novembre. L'enjeu de ce projet, permettre aux autorités d'avoir une meilleure connaissance des risques liés aux inondations. Un sujet de la rédaction. L'État du Sénégal est en train d'anticiper sur les inondations et les sinistres auxquels font face les populations. En vue d'une gestion optimale de ces intempéries à travers le pays, un système d'information géographique a été mis en place. Il s'agit d'un outil qui permettra au pays d'avoir une meilleure connaissance des inondations. Le projet a reçu un financement de 10 milliards de francs CFA auprès de l'Agence française de développement. Aujourd'hui, nous allons vers l'élaboration d'une composante essentielle du programme décennal de gestion des inondations, à savoir la mise en place d'un système d'information géographique pour mieux connaître les risques, mettre en place un dispositif et anticiper les inondations. Les travaux d'élaboration du programme de gestion des inondations dans le cadre de la mise en place du système d'information géographique du Sénégal devront durer 30 mois. À terme, le pays sera doté d'un modèle numérique de terrain sur le territoire national. Il permettra, entre autres, d'identifier les bassins versants, les zones d'écoulement d'eau, les temps de submersion. Je ne suis pas forcément sûr que ce projet aura un impact sur les populations qui vivent dans les inondations. Pour connaître véritablement le phénomène des inondations, à Dakar, il y a des quartiers, beaucoup de quartiers, vous creusez sur 1 mètre, vous avez de l'eau. Les anciens vous diront qu'il y a toute une zone où il y avait des lacs où les gens pêchaient. Et bizarrement, ce sont ces zones-là où aujourd'hui on trouve des maisons. Sous la pression de différentes autorités et des populations, les autorités ont lâché et ont permis à ces zones d'être constructibles. Un, il y avait la pression démographique et 2, il y avait une très très grande sécheresse qui a fait que ces zones-là étaient devenues sèches. Au Sénégal, les inondations sont fréquentes lors de la saison des pluies avec des dégâts considérables sur les populations les plus vulnérables. Pour lutter contre le phénomène et parvenir à renforcer les infrastructures de drainage et planifier les écosystèmes urbains au Sénégal, les investissements nécessaires sont estimés à plus de 2 milliards de dollars sur la période 2016-2035. L'actualité sportive à présent avec la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022 zone Afrique. Si certaines équipes se sont déjà qualifiées pour les barrages, d'autres doivent encore redoubler d'efforts. Plusieurs rencontres sont donc au programme de ce vendredi 12 et samedi 13 novembre. On fait le point avec José Douglas. La 5e journée des éliminatoires du mondial se poursuit sur le continent avec plusieurs matchs ce vendredi 12 et samedi 13 novembre. Ce vendredi en groupe A, Djibouti, Algérie, ça sera au Caire et Burkina Faso contre le Niger. À Marrakech au classement, l'Algérie et le Burkina Faso sont premiers ex-aequo. En groupe F, Angola, Égypte, à Luanda et Gabon, Libye, à Franceville au classement. L'Égypte est en tête avec 10 points devant la Libye 6 points et 3e le Gabon 4 points. L'analyse sur cette compétition de Valérie Hébé, spécialiste de football. Le Sénégal dans le groupe H et le Maroc dans le groupe E sont qualifiés avec 12 points. Ce sont là les deux grands qui se sont promenés dans leurs groupes respectifs. Entre le Cameroun également et la Côte d'Ivoire, il est clair que l'un des deux ne survivra pas dans ce groupe. Le Nigeria a toutes les cartes en main, mais la menace du Cap-Vert est très proche et risque certainement pour les Nigérians de ne pas jouer sur ses lauriers. En groupe I, le Soudan jouera contre le Maroc à Rabat et Guinée-Conakry contre Guinée-Bissau. À Conakry, au classement, le Maroc est seul en tête avec 12 points devant la Guinée-Bissau, 4 points. Ce samedi 13 novembre maintenant, Guinée équatoriale contre la Tunisie en groupe B à Malabo et Zambie-Mauritanie à Lusaka. Au classement, la Tunisie possède 10 points devant la Guinée équatoriale, 7 points. Rien n'est joué dans ce groupe. Lassana Camara, spécialiste du football mauritanien, nous dit pourquoi justement la Mauritanie a changé d'entraîneur pendant ces éliminatoires.
parce qu'il faut être réaliste. Les Mauritaniens savaient qu'ils n'allaient pas se qualifier pour la Coupe du Monde dans un groupe où il y a la Tunisie, la Zambie, la Guinée équatoriale. Mais il fallait faire bonne figure. Depuis la qualification acquise à Bangui contre la République centrafricaine, où la Mauritanie s'est qualifiée pour la deuxième fois à la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait une ambiance défaitiste qui est rentrée dans ce groupe-là, parce que Corentin Martins est devenu sourd aux critiques, sourd aux remarques. Toujours ce samedi 13 novembre, en groupe C, Libéria contre le Nigeria et Cap-Vert, République centrafricaine. Au classement, le Nigeria 9 points, devant le Cap-Vert, deuxième, 7 points. En groupe D, Malawi, Cameroun à Orlando et Côte d'Ivoire contre le Mozambique à Cotonou. Au classement, la Côte d'Ivoire 10 points et le Cameroun 9 points. Attention, la 6e journée aura lieu à partir de ce dimanche 14 jusqu'au 16 novembre. Un rappel, 54 équipes engagées. Il y a 5 places qualificatives. Les 10 vainqueurs de groupe se retrouveront lors d'un dernier tour pour disputer les 5 places en phase finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.